Les officiers de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali à la découverte du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Occasion de s'informer sur les missions et l'élaboration du rapport annuel de la 7e institution du pays. Mamari Kone nous en dira plus. Dialogue intermalien, chacun à sa place. Ce soir, nous nous arrêterons un instant sur le vestibule des Traoré du Sikasso qui, durant des décennies, n'a pas dérogé à ses fonctions, lieu de rencontre, de conciliabule et de médiation. Le vestibule des Traoré est aujourd'hui un temple de la sagesse et de la concertation et surtout un partenaire sûr de l'administration sikassoise. Ça sera avec nos correspondants de la station régionale, Sekou Konaté et Suleiman Bamba. Dans Focus Santé de ce lundi, on va parler de la drépanocytose. Ici au Mali, c'est le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose créé par le gouvernement qui assure la prise en charge des patients. De 2010 à 2023, le centre a enregistré plus de 17 500 patients. Avec Koumba Sissé, nous allons découvrir ensemble les causes, les symptômes et le traitement de cette maladie héréditaire. Merci de votre présence et bienvenue aux informations. Bonsoir à tous. Nous commençons ce journal par cette grande victoire du bien sur le mal, de l'abnégation et de la bravoure sur la volonté de détruire. L'armée malienne, nos FAMA, viennent d'éliminer ce dimanche 28 avril un ennemi de la paix en la personne de Abou Ouzeifa dit Hugo, un chef terroriste. C'était dans le secteur de Indeliman. La tête de ce terroriste avait été mise à prix à plus de 5 milliards de francs CFA par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en octobre 2017. Les détails de cette opération, c'est avec Abdoulaye Sako. L'armée malienne réussit là où les armées dites les plus puissantes du monde ont échoué. Abou Ouzeifa dit Hugo, un chef terroriste de nationalité étrangère de grande renommée internationale qui sévissait dans le Sahel, vient d'être neutralisé par les FAMA dans le secteur de Indeliman le dimanche 28 avril 2024, sans tambour ni trompette. L'homme se croyait indéboulonnable, indestructible et surtout inatteignable. Car bien que sa tête soit mise à prix à 3 milliards 400 millions de francs CFA, soit 5 millions de dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en octobre 2017, il continuait à mener ses activités d'exaction contre les civils. Et la stratégie déployée lors de l'opération de grande envergure dans le Liptako, qui a permis de neutraliser Abou Ouzeifa dit Hugo, sera certainement enseignée dans les grandes écoles de guerre. Par ailleurs, le 27 avril 2024, les FAMA ont intercepté un autre suspect terroriste de nationalité étrangère dans la région de Tombouctou. L'état-major général des armées salue cette prouesse des FAMA dans la conduite des opérations et rassure que la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes continuent. Mais qui était ce Abou Ouzeifa dit Hugo? Nous savons de lui qu'il était un ressortissant de l'Aoun au Maroc et cadre terroriste de l'EIGS. Il était marié à une femme Peul, originaire de Kosaï, localité située à environ 15 km au nord d'Akabar. Pour en savoir plus, suivons ce portrait signé Abdul Karim Kaba. Abou Ouzeifa est arrivé au Mali, précisément à Gao, en décembre 2012, pendant l'occupation des 3 régions du nord du Mali. Il a évolué d'abord au sein du Moujao, auprès de Hamadi Al-Mauritani, un grand cadre du Moujao. Après l'intervention de Serval, Hugo a fui la ville de Gao pour se réfugier dans les montagnes du Tigargar avec les autres cadres du Moujao. La même année, suite à une offensive de l'armée tchadienne, Hugo et Hamadi ont quitté le Tigargar pour rejoindre l'émirat Tombouctou de Djamel Okacha, dit Yeya Abou Al-Haman. En 2015, lorsqu'il y a eu session du groupe Al-Mourabotoun, Hugo a choisi le camp d'Adnan Abou Walid Al-Sarawi dans la zone des 3 frontières. Au sein de l'EGS, Hugo a évolué dans un premier temps auprès d'Adnan Abou Walid Al-Sarawi.
C'est à partir de 2017 qu'il a commencé à évoluer avec Issa Barey, cadre et coordinateur des activités de l'EGS dans la zone comprise entre Inaraban et Akabar. Igo a participé à plusieurs attaques contre les forces armées maliennes et nigériennes. Au Mali, Igo a participé aux attaques contre les positions Fama à Agarazana en 2017, Indelimana en 2019, Labezanga en décembre 2023. Au Niger, il a participé aux attaques contre les forces nigériennes à Ayuru et Abala en 2017. Attaque de Tango Tango en 2017 contre les forces spéciales américaines et contre les forces nigériennes. Attaque de Inata, attaque de Tinagodra et Atey. Par ailleurs, on dénombre aussi les massacres des populations civiles dans les régions de Menaka, Gao et au Niger. C'est le dimanche 28 avril 2024 que les FAMA ont mis fin à l'aventure terroriste de Igo dans la zone d'Endelman lors d'une opération spéciale en le neutralisant avec une dizaine d'autres terroristes de l'EGS. Cela porte un coup dur à la nébuleuse EGS au Mali. Et le Mali reste sur cette volonté de réunir tous ses enfants. Voyons ensemble le retour dans les rangs de cet important groupe d'hommes armés. Le fait s'est déroulé hier 28 avril à Aguelok, où des volontaires se sont rendus au FAMA avec armes et véhicules, munitions et autres équipements militaires, suivant le communiqué du chef d'état-major général des armées, lu ici par Bokari Koulibaly. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion de la reddition au FAMA à Aguelhok le 28 avril 2024 dans la région de Kidal d'un important groupe d'hommes armés. Ces hommes armés se sont présentés pour rendre volontairement tous leurs équipements constitués de 5 véhicules, des armements, y compris des mitrailleuses, des munitions et divers équipements militaires. Le chef d'état-major général des armées rassure des bonnes dispositions en cours, du traitement et de la gestion de ces hommes et des équipements réceptionnés. Le chef d'état-major général des armées salue cette initiative salvatrice, preuve de la prise de conscience des Maliens poussés et entraînés dans un combat inutile contre la nation mère dont ils ignorent les desseins. Et toujours dans le nord du Mali, hier dimanche 28 avril, le gouverneur de la région de Kidal, en visite dans quelques postes de sécurité à l'entrée de la ville, Moriba Keïta, Moussa Togo suivait la délégation compte rendu. Pour le journal de division Aladji Gamou, il s'agissait au cours de cette visite de s'imprégner des conditions de travail des hommes au niveau des postes de sécurité concernés pour dégager les voies et moyens pouvant renforcer davantage les conditions de vie et de travail des hommes. J'ai décidé de faire le tour de tous les postes de sécurité autour de la ville avec le commandant des zones et son staff. C'est pour prendre contact avec les hommes. Vraiment, on a vu que les hommes bien engagés. On a été rassurés quand même que la ville de Kidal est bien sécurisée. Le commandant de la région militaire numéro 7 s'est réjoui de cette visite du chef de l'exécutif régional. Cette visite intervient dans le contexte de la pleine montée en puissance des forces armées maliennes dans toute la région de Kidal. L'objectif pour lui, c'était de venir saluer, encourager et féliciter les FAMA, les forces de défense, les forces de sécurité et les forces paramilitaires. Et il est venu insister également sur les valeurs cardinales que nous avons toujours cherché à développer, à entretenir, notamment l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, l'esprit de cohésion, le sacrifice, tout ça dans le but de mener à bien la mission régalienne qui nous a été confiée par les plus hautes autorités. Cette visite des différents postes de sécurité s'est terminée dans une atmosphère pleine de satisfaction et de convivialité entre le journal de division Aladji Gamou et les hommes sur place. Retour à Bamako, la 3e promotion de l'école de guerre du Mali était allée à la découverte du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Elle a suivi ce matin une conférence relative aux pratiques publiques de l'État, occasion pour les auditeurs de s'informer sur les missions et l'élaboration du rapport annuel de l'institution. La 7e institution apporte ainsi une précieuse contribution à la formation des officiers du Mali, nous dit Mamari Kouné.
conférence d'information et d'échange sur les missions de la 7e institution de la République. L'activité est conduite par le président de l'institution qui est accueilli à son arrivée par le staff de l'école de guerre du Mali. La conférence du jour est relative aux pratiques publiques de l'État. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel apporte ainsi une contribution au programme de formation de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali. Qui n'efface pas la tâche aussi importante qu'est de promouvoir l'approche globale de résolution des crises. Et c'est dans cette optique que nous avons fait la démarche à votre endroit, demandant dans le cadre de la construction d'un module ou d'un bloc de connaissances et de compétences en matière de politique publique, dans leur formulation, dans leur mise en œuvre, dans leur évaluation et révision que nous avons entamé cette démarche. Après avoir salué les résultats probants obtenus dans le domaine de la sécurité et de la défense, le président Yacouba Katile a insisté sur la nouvelle dimension républicaine, démocratique, sociale et économique de son institution. 7e institution de la République, créée de toutes les couches socio-professionnelles du Mali, le Conseil économique et social, environnemental et culturel est par excellence une assemblée consultative qui inspire l'élaboration des politiques publiques. Outre l'examen du projet de loi des finances, l'organe consultatif élabore conformément à la Constitution les rapports annuels des besoins, des attentes et des problèmes de la société avec des propositions et orientations à l'endroit, à l'attention du président de la République, du chef du gouvernement et des présidents des 2 chambres du Parlement. Avec l'avènement de la 4e République, nos missions ont été renforcées notamment par des mécanismes d'évaluation des recommandations et autres avis émis. À la suite de l'intervention du président, les 25 auditeurs ont eu droit à 2 communications. La première donnée par Fodé Moussa Sidibé porte sur la création, les missions et le fonctionnement du Conseil. La seconde, animée par Sidiki Makasouba, est axée sur l'élaboration du rapport annuel du Conseil. Ces communications ont été suivies de questions-réponses. À l'issue de cette conférence, nous retenons que le Conseil a compétence sur toutes les questions relatives à l'économie, à la culture et à l'environnement. Et nous retenons également que le Conseil joue un rôle crucial dans les prises de décision du pouvoir public à travers ses différents rapports et le recueil établi suite aux différentes remontées d'informations. Et en définitive, nous pouvons dire que cette conférence viendra renforcer nos connaissances, bien sûr, dans le cadre du fonctionnement des différentes institutions de la République, en nous démontrant encore à quel point il est important de procéder par une approche globale pour la résolution des différents défis à relever par l'armée malienne. Avant de quitter l'école de guerre du Mali, le président Katile a signé le livre d'or, occasion pour lui d'exprimer sa satisfaction d'avoir contribué à la formation de ses officiers. Et je vous propose à présent d'écouter M. Mohamed Koulibaly, porte-parole de la commission d'organisation du mouvement fédéraliste pan-africain dans le cadre de la journée panafricaine d'hommage à feu Adama Samassékou. La délégation a été reçue par le Premier ministre aujourd'hui, lundi. M. Mohamed Koulibaly est au micro de Alousseyni Touré. Nous sommes venus présenter au Premier ministre le projet de l'organisation d'une journée panafricaine d'hommage à feu Adama Samassékou, qui était le président du mouvement fédéraliste panafricain et cadre malien éminent qui a servi le pays dans beaucoup de domaines. Notamment, il était également le président du programme national d'éducation aux valeurs, n'est-ce pas, qui a été présenté aux autorités de la transition assez récemment. Et le Premier ministre nous a reçus avec beaucoup d'enthousiasme et a salué cette initiative qui consiste à célébrer la mémoire des personnes méritantes de ce pays. Ce qui est un fait dans tous les grands États. Et le Mali aussi aura besoin qu'on puisse travailler sur la mémoire et faire une transmission à la jeunesse. Donc c'est lié aussi à la question des valeurs. Tout ça rejoint un peu l'œuvre de la personnalité qui était Adama Samassékou. C'était d'abord faire l'honneur de lui présenter donc l'initiative en tant que
autorité haute, n'est-ce pas, de cet événement, parce que l'événement n'est pas que national. Nous recevons des panafricains d'un peu partout, et du continent et même en dehors. Donc, qui ont décidé de venir effectivement se joindre aux Maliens pour porter le deuil. Donc, on a un programme assez étoffé qui se fera autour de la journée du 25 mai, la journée de l'Afrique, mais qui sera pour nous une journée du souvenir pour ce grand homme. Donc, le Premier ministre nous a également encouragés réellement à travailler à perpétuer sa mémoire. Il dit ce qu'il a fait mérite d'être connu de la jeunesse. Et c'est le cas de lui et de beaucoup d'autres personnalités maliennes méritantes. Et donc, avec beaucoup de pédagogie, il nous a entretenu de sa vision. Que les Maliens se parlent, se disputent pour après se comprendre. Le dialogue intermalien prend tout cela en compte et c'est une chose qui n'est pas une nouveauté dans notre culture car nos ancêtres s'adonnaient à la pratique et cela se passait dans différents endroits. Par exemple, chez les Dogons, nous avons sous le Toguna et chez les Bambara, nous avons le vestibule. Arrêtons-nous un instant sur celui de Sikasso, le vestibule des Traoré qui, durant des décennies, n'a pas dérogé à ses fonctions. Lieu de rencontre, de dialogue, de conciliabule et de médiation, le vestibule des Traoré est aujourd'hui un temple de la sagesse et de la concertation et un partenaire sûr de l'administration sikassoise. Un tour au vestibule des Traoré, c'est avec nos correspondants de la station régionale, Sekou Konaté et Souleymane Bamba. Premier local d'accès à une concession en Afrique ancienne, notamment au sud du Sahara, le vestibule connaît diverses utilisations dans la communauté. Espace de rencontre pour certains, espace ouvert aux étrangers en transit pour d'autres, mais aussi espace de concertation, de conciliabule et de gestion des problèmes sociaux. Et le grand vestibule de Sikasso, plus connu sous l'appellation de vestibule des Traoré, s'inscrit dans ce dernier registre. Situé en plein cœur de la ville de Sikasso, ce temple de la sagesse et de la concertation a une histoire. Saba Tchemro, fils du troisième roi du Kénédougou Ngolo Knafa, qui a réalisé ça et qui fut le premier chef de canton aussi choisi après la prise de la ville de Sikasso. Parce que tous les chefs de cantons qui avaient été nommés, désignés par le colonisateur, se retrouvaient dans ce vestibule-là aussi, historique, pour débattre, pour échanger et se comprendre sur tout ce qui s'est passé. Ce vestibule chargé d'histoire est composé des représentants des familles fondatrices et autochtones de Sikasso. Ils sont Traoré, Berté, Djamontene et Sanogo. Et leur place dans la stabilité de la cité est centrale. Tous ceux-ci qui se rencontrent ici, tout le lundi, pour échanger, débattre des problèmes qui se posent dans la cité. Vous allez trouver que des individus qui viennent nous trouver ici, il y a un problème de terre qui les oppose. Bon, on essaie de les concilier ou bien de les réconcilier quand ils ne parviennent pas à se comprendre en famille là-bas, quand ils doivent éviter de se présenter devant les autorités compétentes, c'est-à-dire la justice, la gendarmerie, la police. Bon, donc ils viennent nous voir ici et nous, on essaie de les réconcilier. La diversité au sein de ce vestibule, même s'il en existe pour ces familles, est un atout majeur dans les débats et l'illustration d'une parfaite harmonie sociale. Je suis également chef de quartier de Mankoroni-Natia, un des vieux quartiers. Tous les problèmes qui sont là-bas, que moi-même, à mon niveau, je n'arrive pas à régler, c'est au niveau du vestibule que je fais recours. Dieu merci. Nous nous entendons parfaitement avec les autorités administratives et politiques, ainsi qu'avec la population. Cela est dû au fait que nous résolvons les problèmes sur la base de la vérité. Et l'apport du vestibule dans le renforcement de la stabilité sociale est très important aux yeux des autorités communales avec lesquelles la collaboration est appréciable. Ils ont une autorité morale sur la ville et peuvent donc à ce titre être des instruments d'apaisement
de tensions, de règlement des litiges, des conflits terriens, donc fonciers, tout comme les litiges et conflits sociaux divers. Il devient alors nécessaire de mieux faire connaître ces temples et ces mécanismes traditionnels de gestion des problèmes sociaux à la jeune génération afin qu'elle s'en approprie pour un vivre ensemble harmonieux. À un moment donné, les gens comprennent qu'il faut qu'on aille de là-bas. Et toute occasion est bonne pour venir échanger, pour qu'on aille de là-bas. Toutes les couches de la société souhaitent que leurs différences soient tranchées au vestibule, ce qui dénote du rôle combien important de ces lieux. Ce que nous demandons à la population, c'est de s'entendre et de s'impliquer pour le respect et la cohésion. Un retour à nos valeurs anciennes en ces temps de dialogue intermalien aiderait sans doute à asseoir le Mali de nos rêves. Direction le ministère des Finances. Le Mali disposé à travailler avec tous les partenaires qui respectent les principes qui guident désormais son action publique. Au premier rang de ses partenaires sur le plan multilatéral, la Banque mondiale et le FMI. Les deux institutions de Bretton Woods viennent de tenir des assemblées générales à Washington, aux États-Unis. Une délégation malienne conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseini Sanou, a pris part à ces réunions qui avaient pour objectif d'échanger sur la coopération et les perspectives d'avenir. Et ce soir, nous faisons le bilan de ces réunions, à commencer par la réaffirmation des positions de principe qui sont désormais celles du Mali. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseini Sanou. Il est au micro de Yaya Kounati. Depuis 2020, le Mali a pris une option très claire. C'est que dans toutes les relations que nous allons établir désormais, il faut que la souveraineté du Mali soit respectée. Deuxièmement, il faut que les choix stratégiques que le Mali fait soient respectés. Et troisièmement, il faut que toutes les décisions que nous prenions puissent aller dans l'intérêt supérieur de l'amélioration des conditions de vie du peuple malien, donc dans l'intérêt du peuple malien. Donc depuis 2020, nos relations avec l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, l'ensemble des relations est empreinte donc de cette marque et nous veillons scrupuleusement au respect de cet état de fait. Voilà pourquoi la plupart des activités que nous avons eu à mener récemment étaient essentiellement tournées vers des pays comme la Russie, comme la Chine, la Turquie, l'Inde, etc. C'est des pays avec lesquels les trois principes fondamentaux qui sont même ancrés désormais dans la nouvelle constitution sont essentiellement respectés. Et ce partenariat avec ces pays aussi peut heurter souvent certaines sensibilités et peut également amener d'autres structures à avoir des comportements qui vont changer en fonction de cette attitude. Nous l'assumons entièrement et voilà pourquoi c'était toujours important de venir toujours rappeler ces principes et en tout cas de travailler avec tous les partenaires qui souhaiteraient en tout cas respecter le Mali dans ses choix stratégiques. Donc la Banque mondiale et le FMI dans ce cadre, lors de nos échanges, ces principes ont été évoqués comme cela a été fait en avril 2023. C'est des principes qu'ils respectent, c'est des institutions qui ne sont pas a priori des institutions politiques. A priori, ce n'est pas des institutions qui sont soumises en tout cas au diktat d'une puissance quelconque ou en tout cas d'une considération politique quelconque. Et c'est ce que nous veillons toujours à rappeler lors de nos échanges. Donc je rappelle également à l'occasion que la Banque mondiale est le premier partenaire multilatéral du Mali avec un endettement qui dépasse 1500 milliards aujourd'hui. C'est des projets qui sont financés, c'est des appuis budgétaires qui étaient accordés. Je rappelle que depuis 2020, le Mali n'a bénéficié d'aucun appui budgétaire, d'aucun partenaire, en fonction des critères qu'eux ils se fixent là-bas. Cela n'empêche pas au Mali d'avoir des appuis projets régulièrement pour développer tel secteur ou tel secteur, secteur de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, de l'environnement, etc.
À suivre l'intégralité de cet entretien dans nos programmes ce soir, après le bulletin météo. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, lui, en visite dans 4 unités industrielles de transformation de papier de la place. Objectif, s'enquérir de leur état de fonctionnalité, licencier leurs difficultés et voir dans quelle mesure apporter des réponses appropriées de l'État en vue d'une relance. Boubacar Babli-Touré pour plus de précision. Le ministre de l'Industrie et du Commerce dans une dynamique de faire du secteur industriel le moteur de notre économie. Pour y parvenir, il décide de toucher du doigt les problèmes auxquels les acteurs du secteur sont confrontés et voir dans quelle mesure apporter des solutions. C'est bien ce qui justifie cette visite de terrain qui a conduit le ministre Diallo dans 4 unités industrielles de transformation de papier. Il s'agit de 2 unités de Moadou Yatassaï, Imprime Service de Soumaïla Fofana et Graphique Industrie du Alou Tomota. Ces unités ainsi visitées font face à de nombreuses difficultés. Il y a plus de 3 ans que ces bels outils que vous venez de voir ici sont arrêtés. La matière première, vous l'avez vu, le personnel existe, les machines sont là. Nous continuons à payer les charges de l'entreprise. Les soucis que nous avons, soucis énergétiques, soucis de faiblesse de marché, soucis de concurrence déloyale, parce que nous sommes imprimeurs, nous avons investi et les plus gros marchés sont exécutés en Chine et ailleurs, alors que nous avons investi pour travailler. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous avons beaucoup d'arriérés. L'arriéré, c'est environ de 3 ans, 4 ans impayé. Ça nous pose énormément de problèmes. Et puis, pour être fort chez les autres, il faudra d'abord être fort chez soi. Et aujourd'hui, nous sommes fatigués. Vous allez voir la visite de M. le ministre dans le groupe. Vous avez vu le visage des travailleurs. C'est l'espoir. Face à ces difficultés qui ont conduit cette unité presque à l'arrêt, le chef du département en charge de l'industrie rassure. Après analyse et diagnostic, nous pensons que nous avons aujourd'hui les moyens de renverser cette tendance. Parce que ces industries, c'est des investissements très lourds. En moyenne, entre 5 et 25 milliards d'investissements. C'est des emplois qui sont en cause, entre 70 à 150, 200 emplois. Mais c'est aussi la création de richesses qui est en cause pour soutenir la production intérieure brute. Donc, compte tenu de toutes ces exigences et de toutes ces priorités et de notre volonté farouche de faire l'industrie le fer de lance du développement économique de notre pays, je pense qu'il y a un certain nombre de décisions ou d'orientations que le ministère de l'Industrie et du Commerce est dans l'obligation de prendre et d'envisager dans les mers de l'air. Et c'est pourquoi nous disons et nous l'affirmons sans aucune ambiguïté. Notre choix, c'est la préférence nationale pour promouvoir la consommation locale. En marge de la visite, le ministre Diallo a eu une séance de travail avec ses promoteurs d'imprimerie, histoire de les rassurer davantage quant à la volonté à tout mettre en œuvre pour une relance très prochaine des activités industrielles, conviction des autorités de la transition. Sur un tout autre plan, plus de 360 millions de francs CFA pour faire face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti dans le cadre de la réponse humanitaire d'urgence. Le projet officiellement lancé est financé par la fondation Bill and Melinda Gates. Compte rendu, Barakissa Ouattara à Loubékoune. Des champs et motopompes brûlés, des villages déplacés. Ce sont là quelques conséquences de la crise engendrant par endroits la malnutrition. Le projet Réponse humanitaire d'urgence dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti, ainsi lancé, contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations affectées. D'une durée de 12 mois, le projet est porté par LWR, Lutheran World Relief, et financé à hauteur de 367 millions de francs CFA par la fondation Bill and Melinda Gates. Le projet, il a 2 volets. Il y a le volet nutritionnel, le volet nutrition sécurité alimentaire qui sera réalisé dans les régions de Tombouctou et Gao. Il y a aussi le volet résilience qui est réalisé dans la région de Mopti. C'est à ce niveau que nous faisons la distribution de semences de riz et de semences maraîchères pour permettre aux agriculteurs de pouvoir relancer la campagne agricole. Donc au niveau de Gao et Tombouctou, c'est la prise en charge de la malnutrition des enfants
malnutrition aiguë modérée. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre le projet USAID Momentum et les services techniques et partenaires locaux dont l'ONG Association pour le développement du Nord Adenor à Tombouctou et Gao et la Fédération des unions de sociétés coopératives FUSC à Mopti. Dans les zones d'intervention du projet, on note qu'un enfant sur 10 souffre de la malnutrition aiguë à Mopti. Par contre, 2 enfants sur 10 souffrent de la malnutrition aiguë à Tombouctou et à Gao, conformément aux données de SMART. Il est inadmissible que nos enfants continuent de mourir ou également de souffrir des séquelles liées à ce fléau. Les enfants cibles vont de 0 à 23 mois. Le projet concernera 2000 ménages à Gao et Tombouctou et 2000 familles à Mopti. Au Mali, la communauté togolaise célèbre le 64e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara, reportage. Après le passage de l'hymne national des deux pays, le Mali et le Togo, une minute de silence à la mémoire des martyrs, la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance du Togo par la communauté togolaise au Mali démontre l'attachement et l'amour à leur patrie. Nous saluons les prouesses des plus hautes autorités maliennes, notamment la libération de Kidal au nord du Mali par les forces armées maliennes, les FAMA. Sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, nous saluons également le peuple frère du Mali pour son hospitalité légendaire réservée à la communauté togolaise, bien intégrée qui se sent ici au Mali comme chez elle au Togo. C'est pourquoi le Mali et le Togo entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération. Nos deux pays ont toujours entretenu d'excellentes relations empreintes de fraternité, de convivialité et de respect mutuel. Que ce soit au sein de l'ONU, de l'Union africaine et tant d'autres organisations régionales et sous-régionales, le Togo et le Mali ont toujours partagé une identité de vue sur les grandes questions de l'heure et poursuivent les mêmes objectifs de paix et de coopération sur la scène africaine et internationale. Cette fête de l'indépendance de la République du Togo a enregistré la présence des représentants des conciles généraux et les représentants des organisations régionales et internationales accréditées au Mali, le tout sous une bonne ambiance à la togolaise. Mali Météo forme les hommes de médias pour un relais expert des informations météorologiques. Oui, face au bouleversement des changements climatiques que nous vivons actuellement, c'est-à-dire les saisons sèches qui deviennent beaucoup plus chaudes et les saisons pluvieuses qui risquent d'être plus abondantes, il devient nécessaire, voire obligatoire, d'informer et d'armer nos populations et cela passe par une bonne communication, nous disent Abibatou Koyan Diakité et Idrissa Traoré. Cette canicule sera plus forte que celle déjà vécue en début de ce mois. Le changement climatique. La vigilance est le maître mot face à cette sévérité de Dame Nature. Des températures minimales pas en dessous de 29 degrés Celsius et des maximales avoisinant les 48 degrés par endroit dans le pays. C'est pour vous permettre d'être toujours au taquet, que ce soit face à cette canicule ou bientôt à de probables cas d'inondation, et pourquoi pas plus tard à des coups de froid, que les hommes de médias étaient à l'école de la météo. Dans la chaîne de production, de médiatisation de l'information hydrométéorologique, vous constituez le maillon le plus fort. Vous créez de la valeur ajoutée sur les différents produits. En interagissant de façon exercée avec les cibles pour graver de façon inéluctable nos savoirs, pas souvent faciles à décoder, dans la conscience des usagers finaux, afin que ces derniers les transforment en connaissances. En effet, au cours de cette journée de formation, les journalistes et communicateurs ont renforcé leur capacité de compréhension sur la réception, le traitement et le relais des informations météorologiques aux usagers. Ils ont aussi formulé des recommandations à l'endroit des services hydrométéorologiques et des autorités de gestion des risques et catastrophes. Recommandations qui devront servir à améliorer toute la chaîne de communication de ces données.
Voilà la page météo qui vous sera délivrée après ce journal par Abdoulaye Keita avec plus de précision. L'importance de la planification dans la gestion du développement. La question est sur la table d'un atelier d'information et de sensibilisation à l'intention des décideurs publics et privés de la région de Koulikoro. La formation est une initiative du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités nationales au titre de 2022-2024. Djemba Moussa Kounati. La planification efficace est le fondement d'une croissance durable et inclusive au niveau régional et local. Elle permet de mobiliser les ressources de manière stratégique, de coordonner les actions et de garantir la répartition équitable des fruits du développement. C'est à cet exercice qu'une cinquantaine d'acteurs planchent sur la question dans la cité de Méguétan. Un programme triennal dénommé Programme national de mise en œuvre du MAEP 2022-2024. Ce programme a pour ambition de renforcer les capacités des acteurs publics et privés sur les 4 composantes de la bonne gouvernance, notamment la démocratie et la gouvernance politique, la gouvernance et la gestion économique, la gouvernance des entreprises de développement économique social. Selon Djibril Dansoko, conseiller au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, une planification rigoureuse offre la possibilité d'anticiper et de répondre aux défis émergents. Cet atelier offre l'opportunité d'échanger et de partager les meilleures pratiques et de renforcer nos capacités en matière de planification du développement. Il permettra d'explorer également les moyens de promouvoir la participation citoyenne, de renforcer les institutions locales, de favoriser la coopération interrégionale. En effet, la planification est le pilier fondamental qui permet de tracer la voie à suivre pour un développement durable, cohérent et équilibré. L'intérêt et l'objet de la planification régionale et locale et l'expérience malienne en matière de planification, notamment la programmation des investissements, l'aménagement du territoire seront développés au cours de ces 2 jours de travaux. Rappelons que le Mali est membre du MAEP depuis 2003. Et ce geste de grande générosité d'un de nos compatriotes, il s'agit de Boubacar Ba, opérateur économique. Il vient non seulement de rénover entièrement 5 salles d'hospitalisation du centre de santé de référence de Nioro du Sahel, mais aussi et surtout réhabiliter la morgue. Le tout pour un coût d'environ 10 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des clés, c'est avec notre correspondant sur place, Moussa Diakité. Pour se rendre utile à son cercle, voire sa région, l'opérateur économique Boubacar Ba dit Bouba, à travers la famille Ba de Nioro, a choisi le domaine de la santé. Il vient de rénover entièrement 5 salles VIP du centre de santé de référence, en y apportant des matériels de dernière génération pour une valeur d'environ 10 millions de francs CFA. S'il y a un homme heureux aujourd'hui, c'est moi. Nous disons merci à la famille Ba. Je profite de l'occasion pour remercier Sédou Bachili, qui depuis l'année dernière, il a fait un forage pour le CSRF de Nioro. On ne peut pas faire œuvre aussi utile que d'intervenir dans le domaine de la santé. Mais si le malade vient trouver des structures d'accueil dignes de ce nom, je pense qu'il est guéri à 70 à 80%. Ces salles qui font aujourd'hui la fierté des populations de Nioro et environ vont permettre aux malades ainsi qu'à leurs accompagnateurs de se sentir à l'aise dans ces centres de santé qui n'a rien à envier aujourd'hui des grands centres du pays. Une chose est d'avoir vraiment de telles salles, il faut aussi qu'il y ait la qualité des soins. Aujourd'hui, nous avons des salles dignes de ce nom. On n'a rien à envier à Bamako, on n'a rien à envier à Kaï. Et je dois le dire haut, c'est le seul centre de santé de référence dans la région de Kaï que je connais bien, où nous avons les salles VIP de cette envergure. Ce que je vois déjà honore tout le monde. Cela montre que c'est des fils du milieu qui ont les soucis du bien-être des populations de leur cercle. Remercier très sincèrement, au nom de plusieurs autorités de l'État, la famille Ba, qui a voulu améliorer considérablement l'environnement socio-sanitaire de Nioro. Signalons que notre opérateur économique avait auparavant réhabilité et apporté des appareils de froid à la morgue de la localité, à la grande satisfaction de tous.
Voilà, des populations qui sont contentes. L'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali a un nouveau président depuis ce samedi. À l'issue de sa 3e assemblée générale, la nouvelle équipe qui aura pour tâche de rassembler l'ensemble des acteurs pour un développement du secteur sera dirigée par Dr Boureima Afo Traoré, nous informe Seydou Traoré. L'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali, ASP-PSM, est la grande fêtière des professionnels de la santé au Mali qui regroupe 18 composantes, dont les médecins libéraux, les médecins de campagne, des centres de santé communautaires, les praticiens des médecines traditionnelles, le monde pharmaceutique, entre autres. C'était une opportunité pour les délégués de cette 3e Assemblée générale élective de réviser les textes de l'organisation et de présenter le bilan des 5 années écoulées. Nous avons eu à mener beaucoup d'activités malgré les difficultés qu'on a eues. Mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que le gouvernement s'est ouvert à nous. Le gouvernement nous a accueillis. Le gouvernement, en plus de notre récépissé, le gouvernement a inscrit toutes nos actions dans les politiques et les normes en matière de santé au Mali. À l'issue de l'Assemblée générale, les représentants des composantes ont élu Dr Boureima Traoré, président des médecins libéraux, pour diriger leur organisation pour un mandat de 5 ans. Ce mandat, nous allons le placer sous le signe de rassemblement de toutes les composantes, afin qu'il y ait une cohésion, la marche ensemble vers l'objectif final. Au ministère de la Santé et du Développement social, l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé est perçue comme le moteur privé de la santé. Le secteur libéral est aujourd'hui comptable de la santé dans le monde en général et surtout de notre pays où, d'après les dernières enquêtes, il représente environ 64% des prestations de services. Bien entendu que ce chiffre inclut les prestations des CESCOM, puisque classiquement, le secteur communautaire fait partie du secteur privé non lucratif. En encourageant la nouvelle équipe dans l'atteinte des objectifs, le président de l'Ordre des médecins du Mali a loué le travail du bureau sortant, des efforts consentis qui ont permis au Mali d'occuper la 2e vice-présidence de l'organisation sous-régionale depuis 2023. Et place à notre focus santé du lundi. Ce soir, l'on parle de la drépanocytose. Ici au Mali, c'est le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose créé par le gouvernement qui assure la prise en charge des patients. De 2010 à 2023, le centre a enregistré plus de 17 500 patients. C'est quoi être drépanocytaire? Quels sont les symptômes et quel traitement adéquat? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce dossier signé Koumba Sissé Sidiki Koulibaly. Parmi les maladies qu'un enfant peut contracter dès sa naissance figure la drépanocytose. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, CRLD, créé au Mali pour prendre en charge uniquement les drépanocytaires, a enregistré plus de 17 500 patients de 2010 à 2023. Cette pathologie qui déforme les globules rouges se manifeste sous plusieurs formes. On distingue 2 grands groupes. Il y a ce qu'on appelle les porteurs sains, donc qui ont des traces de la maladie dans le sang, qui ne sont pas malades, mais qui peuvent transmettre la maladie, et ceux qui sont malades. Et dans ce groupe, on a 4 types. Donc il y a ce qu'on appelle les formes homozygotes SS, qui sont les plus fréquents dans notre contexte. Ensuite, les sujets SC, et les S associés à une anomalie de l'hémoglobine qu'on appelle la thalassémie, donc c'est les S-bêta thalassémiques, et qui sont eux aussi subdivisés en 2 sous-groupes, les S-bêta plus et les S-bêta 0 thalassémiques, qui sont un peu moins fréquents chez nous au Mali. En fonction des formes, les premiers signes de la maladie peuvent apparaître quelques mois après la naissance. Les premiers signes généralement commencent à partir de, pour certains, 3 mois, pour d'autres à l'âge de 6 mois. Et généralement, chez les enfants, à partir de 6 mois, ça commence par ce qu'on appelle le syndrome pieds-mains, c'est-à-dire qu'il y a un gonflement des pieds et des mains. À côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'anémie. Elle s'associe très souvent à ce qu'on appelle un ictère, une coloration jaune des yeux. Et un autre signe aussi, c'est les infections. Pour le moment, la drépanocytose est une maladie qui ne guérit pas. Les drépanocytaires peuvent quand même faire leur vie en respectant les consignes données par les médecins traitants. Avec les traitements, ça va beaucoup mieux.
Bon, depuis 68 jusqu'en 90, j'ai fait tellement de va-et-vient dans les hôpitaux, mais on parlait toujours de rhumatisme ou bien de fièvre rhumatismale aiguisée. Aux environs de 2010, que l'électrophorèse a montré quelque chose et on a approfondi ça. On a trouvé que je faisais la forme SC. Au CRLD, les drépanocytaires payent une somme forfaitaire pour le traitement. L'État a consenti à faire des efforts en prenant en charge 60% du coût réel de la prise en charge et les malades payent 40%. Dans ces forfaits, il y a la consultation, il y a aussi l'analyse, donc la numération qu'on fait quand le patient y arrive, et les médicaments qu'on a sur place ici. Maintenant, pour l'hospitalisation aussi, c'est la même chose. Maintenant, les médicaments qu'on n'a pas sur place, les malades vont chercher ça à l'extérieur. Les complications de la maladie sont nombreuses. Et la complication la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la crise vaso-occlusive. En général, les drépanocytaires vous disent que je suis en crise, c'est ce qu'on appelle la crise vaso-occlusive. Ensuite, il y a une autre complication qu'on appelle le syndrome thoracique aigu. Donc, c'est quand la crise survient au niveau de la poitrine. Et donc, ça peut bloquer la respiration. C'est très souvent ce qui peut entraîner parfois le décès chez ces patients. Il y a aussi ce qu'on appelle la séquestration splénique aiguë. Donc, c'est une crise qui survient. Elle n'est pas douloureuse, mais c'est au niveau de la rate. Il y a aussi chez les enfants l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Donc, ça, c'est les complications aiguës. À côté, il y a ce qu'on appelle les complications chroniques, mais ça survient un peu plus tard avec l'âge. Et ça peut atteindre tous les organes. Il faut respecter seulement les règles qui sont prescrites, notamment éviter qu'il y ait des crises très souvent, parce que le fait qu'il y ait des crises à répétition ou bien que les crises durent pendant longtemps, c'est ce qui amène les autres complications qui peuvent soit entraîner le décès ou entraîner des handicaps. Chaque année, le CRLD enregistre des nouveaux cas de drépanocytose. Dans l'accomplissement de sa mission, le centre est aujourd'hui confronté à quelques problèmes. Principalement, il s'agit de l'insuffisance en ressources humaines, mais également l'insuffisance en ressources financières, le centre étant une structure de recherche qui est un des premiers établissements en matière de lutte contre la drépanocytose en Afrique au sud du Sahara. Je pense que nous avons obligation de faire en sorte que les acquis soient préservés. Pour le moment, le seul moyen de vaincre la drépanocytose est la prévention. À cet effet, 2 personnes qui ont des signes de la maladie ne doivent pas se marier, cela dans le souci d'éviter la naissance d'un enfant drépanocytaire. Alors, pour détecter ces signes, l'analyse et le dépistage sanguin s'avèrent indispensables. Le sport au service de la paix. Cela se passe à Doumanani, dans le cercle de Sikasso. Et pas n'importe quel sport, du vélo, disons du cyclisme. L'association des jeunes pour le développement de la commune de Myria a fait pédaler 35 cyclistes du Ganadougou sur plus de 50 km dans une course. Moustapha Doumbia, Lassina Bayoko, Taïrou Konaté vont nous dire qui a remporté ce trophée de la paix et de la cohésion sociale. Suivons ensemble. C'est le village de Doumanani, dans la commune de Myria, cercle de Sikasso, qui a abrité cette première édition de la course cycliste de l'AJDCM, Association des jeunes pour le développement de la commune de Myria. Une édition placée sous le thème « La scolarisation des filles et la protection des femmes enceintes ». Cette situation a également une incidence sur la scolarisation des enfants, avec 80% d'abandon de l'école par les filles, par manque de moyens des parents ou par manque d'importance à la scolarisation des filles par d'autres. La course a regroupé 35 cyclistes venus des communes voisines sur une distance de 55 km avec 3 points chauds. Elle est remportée par Bakari Koulibaly du village de Tela. Il est suivi de Khalifa Diallo du même village et de Suleiman Bagayogo. La course bénéficie du soutien du programme spécial d'aide aux associations et fondations maliennes dans leurs efforts pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous allons continuer autant que possible dans les communes et même au-delà, parce que nous savons que le cyclisme est très important dans cette zone. Et donc si c'est le meilleur moyen pour renforcer le tissu social et pour se mobiliser derrière des causes nobles, nous allons toujours être là pour accompagner. Nous remercions l'association des jeunes pour le développement de la commune de Myria
Si nous voulons que nos efforts aboutissent à la construction d'un monde en meilleure santé, plus pacifique et équitable, les classes du monde doivent être remplies de filles aussi bien que des garçons. S'agissant des récompenses, le vainqueur Bakary Koulibaly a remporté les trophées et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Les deuxièmes et troisièmes ont reçu respectivement 75 000 et 50 000 francs CFA. Les 10 premiers de la course ont été aussi récompensés. Félicitations à nos gagnants. Et ce fait du jour ici à Bamako que beaucoup d'entre vous ont vécu tôt ce matin. Oui, je vous parle de l'embouteillage monstre sur l'axe qui mène au pont des Martyrs. La raison, un usager à bord d'une voiture RAV4 a terminé sa course au fond du fleuve Niger. Un seul occupant était à bord. Il s'agit d'un homme d'un certain âge. Selon la brigade fluviale de la gendarmerie, il a malheureusement perdu la vie dans l'accident et on ignore tout pour le moment des causes du drame. C'était ce matin sur l'axe qui mène au pont des Martyrs. L'accident s'est donc passé sur le pont des Martyrs. Et c'est ce qui referme ce journal. Grand merci à nos téléspectateurs de Madina Al-Hari et de Nioro du Sahel. Je vous souhaite une bonne suite des programmes à notre compagnie. Demain, à Obédi, à partir de 8h, et l'émission Grain de Midi reçoit à partir de 11h des invités très spéciaux. Il s'agit de nos non-nucléaires nationaux qui fêteront leur 4e anniversaire, à suivre impérativement sur votre télévision nationale. Merci et bonsoir. À demain 20h, je l'espère. Bonsoir.